Bien, nous appelons maintenant Xavier Titelman à nous rejoindre, ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique à Air et Cosmos. Mon cher Xavier, nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. Installez-vous, nous allons parler alors d'un succès incroyable. Mais vraiment, je pèse mes mots. Le Rafale. Moi, j'ai passé une première partie de ma carrière professionnelle. Tous les mois, il y avait toujours un petit reportage pour dire, mon Dieu, ce Rafale, qu'on est mauvais, nous les Français, on n'arrive pas à le vendre. Il est trop cher. Alors du coup, quand ça se vend pas, tout le monde critique. Oui, technologiquement, ça va pas. Il est trop compliqué à utiliser. C'est un fer à repasser. Il ne vole même pas, etc. Pendant 20 ans, on a dit ça. Maintenant, on le dit plus. Hein. Et maintenant, on le dit plus. C'est sûr. Quel succès incroyable, Xavier Titelman. Les militaires l'ont jamais dit, attention. Ça. Oui, ça, les militaires étaient Bien contents de sûr. ça. Non, c'était les Alors, observateurs. qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer du Rafale? Eh ben il a mis effectivement 15 ans. 15 ans, exactement. 15 ans à pouvoir être vendu jusqu'en quoi 2015 2013 précisément, oui. 2013, et depuis, c'est un succès phénoménal. En 2022, c'est une année record pour Dassault. Toutes les commandes ont été passées par des pays étrangers. Alors, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a plusieurs pays comme ça qui ont acheté des Rafales. Regardez. 92 appareils en tout en 2022 avec toutes ces commandes-là. Ça, c'est énorme. C'est assez spectaculaire. En fait, le tournant, ça a été le fait que la France l'utilise sur des terrains de guerre et qui a prouvé l'efficacité de cet avion. Il faut se souvenir en réalité que dès le début, dès 2003, le Rafale a gagné des contrats à l'export, par exemple en Corée du Sud et à Singapour, et les Américains sont arrivés et ils ont fait non, vous allez prendre du F-15, vous allez prendre du F-35. Donc le Rafale, historiquement, a gagné des compétitions sans être capable de les conclure pour des raisons diplomatiques, parce que nos fameux alliés américains, une fois de plus, nous empêchaient d'exporter l'avion. Donc ça a fini par aboutir avec l'Égypte, et à cette époque-là, on était encore en concurrence, notamment avec le Airbus, l'Eurofighter d'Airbus. Les deux avions étaient plus ou moins considérés égaux, mais le Rafale a pu prouver sa supériorité dans les compétitions. Par exemple en Suisse, il a gagné également la compétition suisse sans avoir une conclusion qui était favorable pour lui. C'est le F-35 qui a finalement été choisi. Vous dites, il a gagné dans des compétitions financières, dans des compétitions... Appel d'offres. Non, mais j'imaginais des Non, c'est pas des battles, c'est pas des battles d'avions. C'est des vraies compétitions. Les Pays-Bas, 700 critères, le Rafale gagne, ils achètent le F-35. Donc systématiquement, il suffit pas d'avoir le meilleur avion au meilleur prix avec la meilleure offre. Quand vous avez diplomatiquement des pays qui sont plus forts que vous et qui arrivent à tordre le bras de vos alliés, dans l'OTAN... Ça, franchement, que nos amis européens, néerlandais, de l'Union européenne, qui ont une communauté de destin avec nous, la politique agricole commune, tout ça, c'est nous, c'est commun. Ça fait un demi-siècle, Sur 700 critères, le Rafale gagne les 700 critères des Néerlandais face aux avions américains. Et que finalement, après le coup de fil, les Néerlandais disent à Paris, non, on va pas prendre votre avion, on va pas se fâcher avec les Américains, on va prendre un F-35. C'est dégueulasse. Et les sous-marins australiens. Les sous-marins, on s'en souvient. Le parapluie américain. Enfin, Eric, pardonnez-moi d'être cynique, mais enfin, il y a quand même une chose qui compte, c'est combat proof. C'est-à-dire, il a prouvé ses avantages au combat. Combat proof. C'est-à-dire, on l'a utilisé en Afghanistan en 2007. En Libye en 2011, ensuite on l'a utilisé au Mali en 2013 et évidemment ensuite en Syrie, en Irak en 2015. Donc si après ça on peut pas le vendre, c'est juste pas possible. Donc c'est après tout ça que les commandes ont décollé et que évidemment c'est un avion extraordinaire. Donc il n'y a rien de tel que le combat. Les armements éprouvés au combat. Et ça, je le dis avec le plus grand cynisme, qui est le cynisme de tous ceux qui produisent et qui vendent des armes. Et alors, Et les guerres actuelles servent à cela. Pour beaucoup, malheureusement. Et alors, le succès est tel, la demande est telle que Dassault a dit, nous, on est prêts à en produire 3. Alors, moi, je ne sais pas. Moi, je suis totalement... 3 par mois. 3 par mois, voire 4 l'année prochaine. Oui, c'est gigantesque. Alors, les lignes de production, les lignes de conception telles qu'elles ont été réalisées sont capables de sortir 3 avions par mois. Le problème, c'est qu'un avion qui sort d'usine aujourd'hui, les pièces ont été commencées 3 ans auparavant. Donc déjà, il faut imaginer que pour monter en cadence, pour répondre aux besoins des Indiens, des Qatars, des Émirats, etc., en fait, si on appuie sur le bouton aujourd'hui, c'est pour des livraisons qui arriveront en 2027. Donc il faut vraiment accélérer. Et vous avez d'autres commandes qui sont en train d'arriver. L'Inde, par exemple, pour sa marine, c'est le premier pays qui va acheter également pour la version navale.
La Serbie, il y a des questions. Même l'Irak, l'Arabie Saoudite est toujours pas. Il y a beaucoup de pays qui continuent à s'interroger sur cet avion parce qu'il offre énormément de potentiel, notamment des potentiels d'évolution. Aujourd'hui, c'est probablement un des appareils les plus polyvalents du monde. Il a été conçu dès le début pour savoir tout faire très très bien. J'étais préparateur de mission sur Rafale, donc je connais vraiment dans le détail. Il est incroyable. Et il n'y a pas un domaine dans lequel on peut pas se dire il est le meilleur. Et je le compare encore une fois par exemple avec l'Eurofighter. Dès le début, l'Eurofighter est un avion qui était uniquement fait, donc l'européen, d'Airbus, projet européen, allemand, plus italien, plus espagnol, plus anglais, un avion de supériorité aérienne. Et par exemple, les moustaches de l'avion qui sont sur le côté, qu'on voit sur le Rafale, et bien sur l'Eurofighter, ça empêche le pilote de regarder le sol. Un problème. Parce que l'avion, l'Eurofighter, n'était pas conçu pour faire du soutien aux opérations au sol. Donc finalement, comme dès le début, Dassault, avec un savoir-faire incroyable, avait pris le pari de faire un avion multimission, ce qui n'était pas le cas de ses concurrents, il est aujourd'hui adapté à toutes les missions. Tandis que les autres, c'est juste des adaptations. Et finalement, il finit par les dépasser dans tous les domaines sans exception. Attendez, d'abord, l'espion du KGB est prioritaire sur le général. C'est comme ça, c'est une affaire de préséance, mon général. Dans cette carte que vous avez montrée, il y a un pays qui, à mon avis, est beaucoup plus important que tous les autres. L'Inde. Parce que c'était l'Union soviétique qui fournissait l'Inde. Parce que c'est la Russie qui fournissait l'Inde. Et là, vous avez 36 Rafales qui étaient vendus à l'Inde. Poutine a essayé, parce qu'il y avait aussi la concurrence, Poutine a essayé de vendre les Sukhoi, les Sukhoi, les 57, ils ont proposé Sukhoi les 57 participé au développement. Et en fait, c'est Rafale qui a gagné. Et ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que Poutine a considéré ça, entre nous soit dit, comme traître, les Indiens comme traîtres, quand ils ont commencé à acheter de l'occidental face à la Russie. Où étiez-vous, mon général, le 11 juin 1987 ? Non, ne cherchez pas, c'est un piège. C'était le salon du Bourget. C'était le salon du Bourget. J'étais lieutenant en Allemagne. Vous étiez le lieutenant en Allemagne, mais vous étiez dans les chars de toute façon. Voilà. Et c'est le président de la République, François Mitterrand, qui s'exprimait sur cet avion, le Rafale. Quant au Rafale, je peux le dire, il existera sur le plan militaire. C'est un avion dont nous avons le plus grand besoin et ce n'est pas la peine de parier sur le Rafale. Si c'était nécessaire, je le ferais. Voilà, une grande fierté dès le début, on le voit. C'est Mitterrand qui lance le programme, c'est sous Mitterrand que ça lance. Oui. Mais il faut imaginer les conceptions qui durent des décennies, c'est normal en fait. Des avions même comme les F-16 qui sont commencés encore bien avant, 20, 30 ans plus tôt, continuent aujourd'hui à évoluer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un pays qui va acheter le Rafale aujourd'hui, il va être livré avec un standard qui est déjà défini, qui est très élaboré, mais en plus il va savoir en 2070 quel sera le système d'armes qui va l'accompagner. Il y aura certainement des drones ailiers, des drones de combat, et donc on a des visions sur des grandes perspectives, et il reste pertinent pour la quasi-totalité des pays du monde aujourd'hui. Et alors, on précise juste, pas de Rafale en Ukraine. Hein. Ah bah voilà. Mais ils n'en veulent pas. Déjà, il faudrait, s'ils pouvaient en avoir, ils ils rêveraient d'avoir ce type d'appareil qui est infiniment supérieur au F-16 qu'ils vont recevoir. Mais on n'en a pas assez pour notre propre armée, on n'arrive pas à livrer nos propres clients. Et ça, c'est une question aussi industrielle. D'argent. Ça coûte énormément d'argent. Ça coûte combien, Rafale ? C'est autour de 90 millions d'euros. Ce qui est pas cher par rapport à ses concurrents, mais en plus il coûte très peu cher à l'usage, il est autour de 17 000 euros de l'heure de vol. Ça me paraît beaucoup, mais le F-35 par exemple c'est 52 000 $ par heure de vol. Donc on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. L'heure de vol. Une heure de vol. Alors attendez, 52 l'ensemble. Qu'est-ce que vous mettez dans ce prix-là ? Alors c'est l'achat de l'avion, la maintenance de l'appareil, la formation des pilotes, l'achat des simulateurs de vol, et puis c'est un avion, par exemple le F-35, c'est un avion qui coûte un petit peu moins cher à l'achat, mais derrière qui va avoir un nombre d'heures de vol qu'il peut réaliser sur l'année qui est beaucoup plus faible, qui a des coûts de maintenance qui sont beaucoup plus importants, et d'une manière générale, aujourd'hui, ils n'ont toujours pas réussi à réduire ces coûts, ils doivent les diviser par deux, et les pays comme la Suisse, la Belgique et la Pologne qui ont acheté le F-35 se trouvent aujourd'hui coincés parce qu'ils ont, dans un ciseau, ils ont acheté les avions et ils savent qu'ils n'ont pas le budget pour les faire voler. Ils regrettent. Beaucoup de pays le regrettent. Ils auraient dû acheter des Rafales. Ils auraient dû acheter des Rafales. Et donc, je vous fais répéter, pas question pour l'Ukraine pour le moment, même s'ils rêveraient d'avoir un bijou comme celui-ci. Mais c'est pas possible. Un transfert de Rafale aujourd'hui est impensable dans la situation où la France se trouve en manque. Parce qu'encore une fois, nous aussi, on a réduit nos commandes d'avions, ces fameux dividendes de la paix qui font qu'on n'a plus la masse nécessaire. On pourrait plus facilement transférer des Mirage 2000, des Mirage 2000D par exemple,
et augmenter notre cadence de production de Rafale. Mais encore une fois, l'idéal serait de construire une deuxième ligne d'assemblage, pourquoi pas en Inde s'ils en achètent beaucoup, pour pouvoir construire 3 Rafales par mois en France et peut-être la même chose en Inde. Mais grâce aux Rafales, on est arrivé dans un classement à la deuxième position, on est d'accord, c'est devant les Russes. Deuxième devant les Russes. Les exportations d'armes de la France ont augmenté de 40% entre 2014 et 2023, ce qui fait que donc pour la première fois, le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde, c'est la France. Ouais. On est d'accord, c'est grâce aux Rafales. C'est ce que Sergueï disait à l'instant, c'est aussi parce que les Russes sous-performent. Le Rafale a remplacé le Sukhoi 35 en Égypte et en Indonésie. En Inde, dès le début, quand ils ont fait leur appel d'offres, ils ont dit en fait on veut pas d'avions russes. Parce que la maintenance, c'est une torture, parce que les moteurs, ils nécessitent une maintenance invraisemblable. Donc oui, on surperforme, les Russes sous-performent. Et ce qui est en train de se passer également en Ukraine fait que même le domaine dans lequel les Russes étaient très performants pour vendre par exemple les systèmes de défense aérienne, ils avaient plus de 50% du marché mondial. Avec leur défense aérienne. Alors, c'est une passoire. Et donc maintenant, ils vont perdre aussi ces marchés. Pardon, mais les Russes aussi produisent aujourd'hui pour leurs propres besoins de la guerre en Ukraine. Néanmoins, il y a des négociations dans le futur. L'Arabie Saoudite a renoncé aux négociations. La Chine a renoncé à acheter des hélicoptères russes. Donc même, on sait que sur plusieurs décennies, ils sont maintenant très mal barrés. Je vous signale, les amis, mon général, ça va vous concerner un peu plus, parce que là, je vous sens totalement démotivé par cette émission. Vous êtes en train de vous dire, je rentre chez moi à minuit et demi, vraiment. Donc, je vais recentrer le débat sur quelque chose qui vous est plus familier. Vous qui venez du monde des chars, qui avez commandé la 7e brigade blindée, c'est que les Français aimeraient bien refaire le coup du Rafale avec le canon César. Ils aimeraient bien que ça devienne un produit d'excellence et qui, à l'exportation, fasse un carton. Il l'est. Il est et ça marche. Il l'est déjà, bien entendu. Il l'est déjà, parce qu'on a triplé la cadence de production des Césars et tout le monde en veut. Je veux dire, il n'y a aucun canon actuellement qui tire à 40 km comme ça avec la précision du César. Donc là, c'est l'équivalent, j'allais dire, de succès, c'est l'équivalent du Rafale produit par Nexter. Et il a un carnet de balles, il a un carnet de commandes. Mais de commandes qui est super plein, oui, qui est super plein. Alors là, j'ai pas les chiffres, mais on a triplé la production. D'abord, on va en livrer 76 ou 78 à l'Ukraine. Donc on produit, là pour le coup, on produit beaucoup pour l'Ukraine, mais en même temps, le Danemark en a voulu, tout le monde en a voulu. Et donc c'est un canon qui marche très bien. Et parce qu'il a un acier spécial. Il faut 6 mois pour forer un canon. Donc vous voyez un petit peu la précision. Il faut 6 mois ? Oui, à peu près. Oui. Rien que pour le canon. Voilà. Moi, j'ai visité la canonnerie à Bourges, c'est un truc absolument incroyable. Donc, parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est un canon sur camion. Alors, on va dire, technologiquement, c'est pas terrible, mais l'acier, c'est un acier spécial. Donc, quand les Russes veulent le démonter, là, paraît-il, dans leur usine, avant qu'ils trouvent la composition de l'acier, ils auront déjà un petit peu de problème. Et puis ensuite, il y a la précision du forage qui fait tout, et de la technicité, je dirais, du forage. Et donc, vous pouvez tirer à 40 km avec une précision presque métrique. C'est-à-dire, juste la technicité du forage, la précision du forage. C'est-à-dire qu'il faut 6 mois pour faire le trou. Moi j'ai vu, c'est là. Puis le gars il vérifie tous les jours que c'est posé avec précision. Et c'est cette fabrication qui crée la précision du tir. Mais il y a des spécialistes incroyables. Ils ont un maillet en bois et ils tapent pour répartir, je sais pas quoi, les points, les neutrons là à l'intérieur des. Enfin bon, vous voyez, et ils écoutent pour voir si ça sonne bien. Enfin c'est un truc. Non, mais c'est une blague. Non, c'est pas incroyable ce que vous racontez. C'est incroyable. Non, mais c'est super technique. Donc il y a un métier artisanal. C'est d'une technologie. C'est de la haute technologie. En fait, c'est un bijou de haute technologie, mais qui n'est pas celui du chargement automatique et puis ou bien du camion qui se déplace, parce que ça, tout le monde sait faire. Donc, monter un canon comme ça sur un tracteur, tout le monde est capable de le faire. Donc on a compris, c'est les orgues de Staline soviétiques, c'était plutôt du bourrin, et là c'est de la haute technologie. Là, si vous voulez, avec vous tirez un obus, vous faites but. Donc c'est simple, jusqu'à 40 km. Moi j'ai une unité qui est partie devant Mossoul il y a quelques années. Le gars il me rendait compte, il était dans le PC américain où ils avaient les Marines avaient des canons qui tiraient à 25 km à peu près. Puis c'est des trucs avec des bêches qu'il faut planter dans le sol à l'ancienne comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il l'observait lors de son premier tir, il a fait but dans une tranchée de djihadistes à 40 km à Mossoul en tirant de son point de départ. Souvent la France elle n'est pas au niveau, la France aussi se
Pas sur ce plateau. On est sur le plan militaire, ça dépend des groupes. Super high-tech. Non, mais ça dépend des groupes. C'est ça qui est. Il faut éviter les clichés quand on dit l'économie. Justement, les clichés, voilà. L'économie de guerre, c'est un raté. Les Français sont spécialistes en la matière pour dire. On n'est pas assez fort sur la scène internationale, la voix ne porte pas. Ça n'avance pas. On est un petit pays. Non, mais ça a été long. Il faut quand même le redire que militairement, on a quand même un savoir-faire. On a certains. Non, mais on a des groupes. Et les sous-marins nucléaires. Non, mais on a des groupes. On joue à égal avec les Américains, avec les SNLE. Faut vous imaginer, c'est une centrale nucléaire qui va sous l'eau pendant 3 mois, qui est capable de tirer des missiles balistiques à 11 000 km. C'est un condensé de technologie que qu'on est quasiment. Non, mais il y a une on est avec les Américains dans les meilleurs au monde. Mais c'est évident. Les meilleurs au monde. Mais il n'y a pas que ça. Nanotechnologie, la France est leader. Il y a les Américains qui viennent à côté de Grenoble, en Isère, parce qu'il y a le centre de nanotechnologie qui n'existe pas aux États-Unis. Donc, faut pas se plaindre par rapport à ça. Regardez la conséquence de cela. En termes d'emploi, on a fabriqué cette carte ce soir. Regardez, les emplois dans l'industrie de la défense en 2023, ça va mieux. C'est dans tous les territoires. On commence en haut, 4 423 emplois dans la Manche, 7 000 dans le Finistère, 6 000 dans le Morbihan, 4 000 en Loire-Atlantique, 8 000 en Gironde, du côté de Toulouse, en Haute-Garonne, 16 000. C'est secret défense, ça. Dans le Var, 6 000. Regarde, c'est le ministère des Armées. Non, c'est le ministère des Armées. C'est secret défense. 10 000 dans les Bouches-du-Rhône. Oh non. Mais nous, on a 8 000 dans le Rhône, et voilà, Essonne 7 000. Donc c'est impressionnant. Un mot, bien sûr que c'est impressionnant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le réveil de ce que Macron a appelé l'économie de guerre, c'est en route, c'est en ce moment, c'est au forceps. Parce que ça fait 40 ans qu'on a désindustrialisé le pays, y compris l'industrie de défense, contrairement à nos amis allemands qui produisent des... Non, mais ils produisent moins que nous. Non, mais sur les obus, ils produisent beaucoup. Sur les obus, leur industrie de défense, ça produit 91 milliards par an à peu près. Donc ils sont bien moins forts que nous. Sauf sur les obus. Sauf sur les obus, et les Ukrainiens en ont besoin. Parce que les obus, la poudre, c'était rail métal. Bon, je veux absolument, bien. Mais pour le reste, on a une industrie de défense qui est plus puissante. On a une industrie de défense plus puissante que l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Mais je termine là-dessus. Il ne faut pas avoir une pensée trop générale, des généralités en disant. Vous parlez comme François Bayrou. Vous, le groupe, non. Il réunit ses mains comme ça. Le groupe. Je termine là-dessus. Mais je mets mes mains, il faut bien que je les mette quelque part, Éric Brunet. Vous n'avez pas commencé à me reprocher mes mains. Je termine là-dessus. Allez-y, non, je vous regarde. Terminez. Mes mains maintenant. Allez-y. Le groupe KNDS, qui est le groupe franco-allemand qui produit le César, est effectivement cité en exemple. Parce qu'il a su, et Nicolas l'a dit, il a su s'adapter très vite, il a doublé sa vitesse de production. En revanche, par exemple, le Cornu, ministre des Armées, dit que les fameux missiles Aster de longue portée, c'est le groupe MBDA. Ce groupe-là, pour X raisons, on n'a pas le temps de développer, c'est trop lent. Et ils se sont fait un peu taper sur les doigts par le ministère des Armées. Donc il y a des groupes qui avancent, d'autres qui avancent moins bien. Xavier, il y a une phrase sur laquelle je voulais revenir, qu'a prononcé Renaud. C'est effectivement les cadences augmentent, il y a plus d'emplois dans l'industrie, il y a des relocalisations. Est-ce que la France passe effectivement en économie de guerre? Le mot a été utilisé par Emmanuel Macron. Oui, franchement, on n'est pas en économie de guerre, il faut être très clair. Le grand intérêt de la France, c'est qu'on n'a jamais renoncé à développer les technologies qui vont bien. Regardez, Xavier, cette petite phrase en bas de l'écran, là, vous l'assumez, production d'armes, le lent réveil de la France. Très très lent. C'est lent. Juste, hein. Parce qu'encore une fois, on donne l'exemple, certains missiles, je donne l'exemple du Rafale, il faut 3 ans entre le début et la fin, certains missiles, c'est 5 ans. 5 années pour produire un missile parce qu'il faut traverser la frontière, qu'il faut des papiers administratifs qui prennent des mois et des mois à chaque fois. Donc c'est invraisemblable. On a les technologies, on n'a pas l'outil industriel pour produire la quantité nécessaire pour faire face aujourd'hui aux besoins ukrainiens et demain aux besoins de la France face à la Russie. Et souvent la main-d'œuvre. Difficulté à recruter. Bref, les amis, parce que dans les secondes qui viennent, c'est le moment le plus fort de l'émission. On va aller voir le reportage, le documentaire de la Corée du Nord, diffusé par la télévision nord-coréenne. Je sais que des millions et des millions de téléspectateurs attendent ce moment. Vous vouliez dire un truc? Juste un mot. En fait, soyez bref. Quand la Corée du Nord arrive, c'est ça. Pour un homme, c'est difficile. Girnov s'efface. C'est ça. Donc pourquoi lent? Parce que c'était la paix. En fait, on n'avait pas besoin de ces armes. Et en fait, c'est la guerre en Ukraine qui a rendu évident toutes ces lenteurs. Et en fait, ça a propulsé l'industrie française.
Merci beaucoup Xavier Titelman. Vous avez été, comme d'habitude, brillant, grand vulgarisateur. On a tout compris. À bientôt. À bientôt.